semaine à tous. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce lundi 19 février 2023. Alors l'actualité, c'est le 37e sommet de l'Union africaine. Il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba en Éthiopie qui a parlé de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président angolais João Lourenço a reçu Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi séparément. Nous allons analyser le sujet avec nos invités. Alors, un autre sujet d'actualité, c'est les consultations qui mène l'informateur Augustin Kabouya. Depuis les débuts, après sa conférence de presse, il y a des politiques, des regroupements, des partis politiques qui défilent auprès de l'informateur pour ces consultations. Nous allons en parler avec nos invités qui sont au nombre de 3 ce matin. Walter Kouy, Pascal Ounje et Tite Liongi. Walter Kouy est déjà avec nous. Bonjour Walter, bon début de semaine. Merci beaucoup Madame Gisèle. Bonjour aux téléspectateurs de CC Télévision et puis aux auditeurs de la radio-télévision Kinshasa. Radio Liberté Radio Liberté Kinshasa. Merci beaucoup de l'invitation. Ok, alors on peut commencer par les consultations de l'informateur. Hein. Oui, s'agissant des consultations, nous avons constaté que les choses s'accélèrent. Lui-même l'a dit, qu'il voudrait faire moins de temps parce que la cartographie électorale ou des résultats étaient déjà là. L'Union sacrée ou ceux qui se déclarent partisans ou membres de l'Union sacrée, on les connaît tous avec leurs différents regroupements. C'est question d'avoir les listes publiées par la CENI ou les résultats publiés par la CENI entre ses mains et puis les confronter à ceux que les chefs des regroupements des partis politiques vont lui apporter. Mais du reste, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Ce qui m'a plutôt surpris, c'est quand j'ai vu certains acteurs politiques se déclarant de l'opposition aller là où l'informateur est en train d'identifier la majorité parlementaire. Mais il avait dit qu'il va consulter. Non, la majorité parlementaire, comme la Constitution le dit, l'informateur est désigné pour identifier la majorité parlementaire quand aucun parti n'a gagné la majorité des résultats, c'est le cas. Mais ici, on a déjà un groupe, l'Union sacrée, qui a gagné les élections législatives et avec le président de la République était candidat indépendant. Donc, l'Union sacrée a gagné les législatives. Mouzito était candidat de l'opposition. Constant Moutamba était candidat de l'opposition. Augustin Matata était aussi candidat de l'opposition. Bon. Ils sont partis et ils ont échangé avec l'informateur. J'attends plutôt les résultats pour avoir un commentaire un peu plus pointillé. Mais rappelez-vous, la semaine dernière, quand je suis passé sur cette même émission, je disais qu'on peut bien servir le pays en étant à l'opposition. Être à l'opposition ne signifie pas que vous êtes en mal de positionnement politique comme on nous le fait entendre souvent, non. Nous devons avoir dans ce pays cette culture des gens qui, tout en étant à l'opposition, avoir une critique positive ou constructive. C'est-à-dire quoi? Selon vous, comme ils sont allés aux consultations, ils vont perdre leur statut d'opposant? Non, c'est pas à moi de dire qui paie ou c'est pas à moi de leur faire perdre la qualité ou les statuts de l'opposition, mais j'attends plutôt les résultats quand le gouvernement sera formé, quand l'informateur aura fini avec son identification ou aura avec lui la cartographie parlementaire à remettre au président de la République pour nommer le formateur du gouvernement. Mais pour le moment, j'étais vraiment surpris de voir les Comment opposants, être surpris, Walter? Autant plus que lors de la présentation de sa mission, Augustin Kabouya dit qu'il va consulter même les opposants. Alors ils ont répondu à cette main tendue. Bon, si cela est fait dans le sens où eux vont apporter leurs propositions, oui. Mais j'estime qu'il faut qu'il y ait toujours une opposition pour servir de contrepoids par rapport au gouvernement.
Mais Fayoul est là, lui, il n'est pas passé à ces consultations. Oui, Fayoul est là. Mais oui, vous ne pouvez pas hier combattre Félix Tshisekedi pendant la campagne électorale et au lendemain, quand vous échouez, vous commencez à ramper vers Félix Tshisekedi. C'est ça la débauche ou la prostitution politique mais il répond, dont même nous Félix parlons. lui-même a dit la main tendue. Non, il avait tendu la main. Dit, la main tendue ne signifie pas nécessairement venez dans les institutions travailler avec pour moi. Reconstruire le Nous pays. avons besoin d'une... C'est ça. Donc, on doit avoir une opposition forte, une opposition qui sert de contrepoids et qui apporte des alternatives pour construire ce pays. Mais apparemment, les gens pensent que pour mieux vivre, il faut être dans les institutions. C'est ce qui fausse directement la vie politique dans notre pays. Et je plains cette attitude, ce comportement, raison pour laquelle j'ai toujours plaidé pour revoir notre façon de faire la politique en République démocratique du Congo. Parce que quelqu'un d'ailleurs qui n'a rien d'autre faire dans sa vie que de la politique ne peut pas servir ce pays. Pourquoi ? Quand il ne sera pas dans les affaires ou quand il sera écarté, il sera dans l'obligation de tenter de faire des courbettes, de ramper pour revenir. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de la politique toute une carrière. J'en connais qui ont fait 30 ans, nourris et logés par l'État. Comme s'ils ne peuvent rien faire d'autre dans la vie que être dans les institutions. Non. Je pense que ça peut être normal. Vous perdez le pouvoir, vous étiez avec Joseph Kabila, vous perdez le pouvoir, vous êtes à l'opposition. Mais lancez-vous même dans les activités privées, faites les champs ou autre chose. Mais malheureusement, c'est pourquoi je disais l'année passée sur ce même plateau, que nous devons même revoir notre système d'enseignement, le programme de cours. On doit nous apprendre la culture entrepreneuriale parce que c'est ce qui manque à nous, Congolais. Tous, nous sommes formés ou nous avons été formés pour aller chercher ou quémander l'emploi. On n'a pas été formés pour être auto-entrepreneur. Vous me donnez aujourd'hui ou à un autre $1 million, le premier réflexe, c'est s'acheter une maison et pas investir pour rapport. Donc, l'investissement le plus facile pour nous aujourd'hui, c'est l'immobilier. Quelqu'un s'achète facilement la maison, mais d'autres vous diront non, j'investis dans une entreprise ou autre chose pour que ça me rapporte chaque fois et puis l'entreprise va grandir. Mais malheureusement, c'est le cas aussi pour ces gens que nous appelons papa social. Une fois qu'ils n'ont plus la signature de l'État, une fois qu'ils n'ont plus la même mise sur la caisse de l'État, ils cessent d'être des papas sociaux. Malheureusement, notre pays a été comme ça depuis les indépendances. Il faudra qu'on change de logiciel pour espérer un jour l'émergence. Sinon, on en sera là. On pourra dire aujourd'hui, non, renouvellement de la classe politique. Mais il y en a déjà eu plus d'une fois. Le groupe des Lumumba, mais c'était des jeunes qui sont arrivés aux affaires publiques. Mobutu, c'était aussi lui avec les Tshisekedi, avec les commissaires des années, fin des années 60, début 70. C'était aussi des jeunes. Joseph Kabila arrive, c'était aussi un jeune. Il a intégré les jeunes dans la gouvernance. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a intégré les jeunes. La jeunesse, ce n'est pas nécessairement l'âge. Parce que certains disent, non, ces vieux-là ont beaucoup mangé, il faut maintenant des jeunes. Mais il y a des jeunes pourris aussi. Il y a des jeunes très pourris que nous voyons, qui sont dans les institutions, mais dont la moralité est très, très, très douteuse. Alors, l'opposition dont vous faites allusion, on doit changer des logiciels. L'opposition dont vous faites allusion qui ont été consultés par l'informateur, il y a Constant Moutamba, l'autre Mouzitou. Les plus en vue. Mouzitou, déjà, ils avaient félicité les chefs juste après les élections. Hein. C'est Matata Pogno qui avait une autre... Féliciter les chefs dans des pays civilisés, ça se passe comme ça. Vous perdez, vous reconnaissez, vous félicitez celui qui a gagné, mais vous restez à l'opposition. Prenez le cas en France, Mélenchon et tous ceux qui ont compéti avec Macron. Ont félicité Macron quand il a été déclaré président de la République. Ils l'ont félicité, mais ils sont restés à l'opposition. Je crois que Mouzito pouvait aussi... Je ne lui prive pas son droit, parce qu'au nom de la liberté de pensée et d'opinion, et même d'expression, il a le droit d'aller se faire consulter. Mais moi, je parle plutôt de l'idéal pour la République démocratique du Congo. Nous avons besoin des gens qui sont des personnes des convictions, des acteurs des convictions, qui croient en ce qu'ils disent, et pas des gens qui font des déclarations juste pour amuser la galerie,
ou pour des raisons électoralistes ou populistes, dès que la page est tournée, il vient ramper pour chercher. Il fallait qu'il reste à l'écart. C'est ça. Il peut bien servir le pays tout en étant à l'opposition. D'ailleurs, c'est l'un des acteurs politiques qui ont mieux géré ce pays. C'est lui d'ailleurs qui a amené ce pays jusqu'à ce que on puisse avoir notre dette réduite. C'est lui qui a laissé un matelas financier qui a servi à ce que le pays et la monnaie soient stables pendant une dizaine d'années. C'est Adolphe Mouzito que certains ont assez critiqué. Je crois que son expérience, il peut la faire bénéficier au président de la République ou au pays autrement. Avec ses publications, par exemple, généralement, nous, quand j'ai un projet et que je ne suis pas dans les affaires, je garde le projet jusqu'à ce que je veux mourir ou jusqu'à ce que je serai au pouvoir. Non, ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez une excellente proposition, vous pensez qu'elle est utile pour notre société, apportez-la à ceux qui ont le pouvoir pour la mettre en application. Il faut aussi que ceux qui ont le pouvoir soient accessibles aux contre-propositions, qu'ils ne pensent pas que si tel vient avec une proposition pour m'aider, on dira que moi je suis nul et je ne sers à rien. Non. C'est la complémentarité dans la gestion de la chose publique. Ça a toujours été ainsi partout à travers le monde. Alors on a vu Matata Ponyo Walter Kouy, c'est-à-dire quoi? Il a été consulté. Est-ce que il s'est séparé de Moïse Katumbi? Est-ce qu'avec ces consultations, il sera peut-être, il va revenir peut-être à la primature? Est-ce qu'avec ces consultations, on va mettre, ça sera la fin du procès Mukanga Lonzo? C'est tant de questions qui se posent l'opinion, hein, après avoir vu ces images de Matata Ponyo être consulté par Augustin Kabouya. Le cas de Matata est très différent de celui d'Adolphe Mouzito. Donc on ne se leurre pas, il y a un procès qui pèse sur Matata qui n'a jamais été bouclé définitivement. Cette page n'a pas été tournée, le dossier Bukangalo. Ça ne sera pas étouffé avec ce moment où il a été consulté. Il ne faudra pas que tout se règle par des compromis politiques. Non, nous n'avons pas besoin de compromissions. La justice doit faire son travail. Autant le président de la République se plaint du comportement de certains magistrats ou du comportement des acteurs ou des animateurs de l'appareil judiciaire, autant lui politique, lui magistrat suprême, doit faire en sorte d'éviter toute immixtion dans le fonctionnement régulier de notre justice. On a un procès. Je me rappelle quand le président de la Cour constitutionnelle renvoie l'affaire, il dit on est trop occupé, on sera trop pris par le dossier des contentieux électoraux, c'est pourquoi nous prenons congé, on reviendra. Je crois qu'après avoir vidé les contentieux électoraux, c'est le dossier le plus pendant, il doit aussitôt s'auto-saisir. Alors on doit éviter des conciliabules politiques qui étouffent le fonctionnement régulier de notre justice. Est-ce que Matata est allé là pour s'attirer le beau yeux du président de la République, pour mettre de côté ce dossier du procès Bukanga Lonzo? Moi, je dirais que ça sera fausse route si on ose encore nous flouer avec ce procès plutôt qui a commencé, qui est en train d'avancer. On doit connaître la vérité sur ce qui s'est passé s'agissant du dossier ou la gestion de plus de 200 millions de dollars investi pour ce grand projet qui a fait rêver autant de Congolais. Parce que c'était en grande pompe que ça a été inauguré. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas récolter zéro après avoir investi plus de 200 millions de dollars. Il faut qu'il y ait des gens qui rendent compte. L'IGF a mené des enquêtes. Les résultats, certains ont été publiés. Les rapports ont été publiés pour certains. Nous voulons maintenant que le procès aille jusqu'au bout, soit que le procès arrive à prouver que Matata est fautif ou qu'il ne l'est pas, qu'il soit blanchi. Donc on veut que les choses marchent normalement et qu'il n'y ait pas immixtion dans la gestion de la res publica. Mais je disais tantôt que nous sommes habitués à des théâtres. Nous ne devons pas continuer à théâtraliser la vie publique dans des circonstances que nous connaissons. Notre pays a besoin des personnes convaincues, sérieuses, a besoin d'argent pour construire, a besoin de nouvelles énergies, des nouvelles ressources.
Il faut une véritable rupture avec le passé, comme l'avait dit le président de la République, Félix Tshisekedi. Voilà. Merci Walter Kouitite, bonjour. Bonjour madame, Vous je m'excuse pour ce retard. Dans le sujet, parlons des consultations et des grandes interrogations. Hein, c'est par rapport à la consultation de Matata Ponyo. On a vu des opposants, Constant Moutamba, les Mouzitu qui ont également été consultés. Pour le cas Matata, dont on faisait allusion tout à l'heure, est-ce que ça sera une façon de mettre fin au procès Bouskangan-Lonzo? Est-ce que demain il peut revenir Premier ministre? Est-ce qu'il y a rupture entre lui et Moïse Katumbi? À cette question, quelle est votre analyse? Et je crois que mon co-débatteur n'a pas complètement tort, mais du moins, il y a deux doubles dimensions dans la gestion de la chose publique. C'est une chose qu'il faut chaque fois retenir. N'oubliez pas qu'on a vécu des élections qui n'ont pas donné la possibilité à notre jeune République d'assurer sa cohésion. Parce que vous avez vu, dans certains coins, on a entendu qu'il y avait des matériaux volés, il y avait des choses sentimentales. Tout cela, ça crée des fractures au sein de la République. Et le seul moyen pour ramener les fils du pays, c'est à travers ce qu'on appelle des consultations propres, des consultations qui vont mettre tout le monde autour de la même table. Parlons de Matata Ponyo, c'est vrai qu'il y a un procès qui court derrière lui, mais dans ces procès également sur le plan du droit, il y a vraiment des choses qui énervent également la conscience commune, c'est qu'ils ont fait le droit pur. Au niveau de la Cour de cassation, la cassation a été claire, dit nous ne sommes pas capables de gérer cette histoire parce que le statut de l'ancien Premier ministre, voilà ce qui s'est présenté. Alors que la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée. Lorsque la Cour se prononce, c'est-à-dire que l'affaire est fermée, clos, on ne peut plus revenir. Ça fait partie des structures. Si réellement nous voulons vivre une république sérieuse, où les gens veulent vraiment l'avancement de notre pays, il faut respecter ce qui est établi, ce qui est institutionnalisé. Parce que Matata a été déjà là. Cette histoire a pesé même, à tel enseigne qu'on a même changé le président de la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu aux besoins de politique, au lieu de répondre aux besoins de la raison. Oui, madame, c'est pourquoi nous disons Matata, c'est vrai. Il y a eu des allégations, il y a eu des suspicions. On a présumé, ce sont le mot de droit. Mais les faits sont là, les faits quand sont vous parlez, madame, les faits doivent être démontrés. Noir sur blanc, on a présumé. Alors que Matata a été Premier ministre. Mais est-ce que le Premier ministre ouais. Le Premier ministre ne gère pas. Moins encore le ministre des Finances. Il y a un gestionnaire au quotidien de ces projets. Arrêtons de faire la République de haine. Arrêtons de faire la République visible. Je vous dis la vérité parce que nous sommes un pays fragile. Nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Je vous pose la question. Ici, sur la télévision, CCTV. Lorsqu'il y a un problème au niveau du programme, madame, c'est ça qui va sanctionner les responsables du programme et vous, journalistes. Il ne va pas sanctionner le patron. Vous comprenez? Qu'est-ce que le patron de cette chaîne a fait? C'est-à-dire quoi avec ces consultations? C'est-à-dire que... Parlons de consultations, c'est logique. Parce que d'ailleurs... On ne parlera plus de Bouskangan-Lonzo. D'ailleurs, je vais vous dire, parce qu'on a mal géré. Lorsque vous gérez mal, en droit, il y a ce qu'on appelle la prescription extinctive ou acquisitive. On vous donne la possibilité soit d'attaquer la personne à un délai bien déterminé. C'est-à-dire, si vous ne saisissez pas la justice pour avoir gain de cause, vous perdez, faute de temps. Pour lui, il gagne. Pour vous, vous perdez. Prescription acquisitive ou extinctive. Donc il y a des choses, madame, tout il y a la loi a été taillée sur mesure, à telle enseigne qu'un Premier ministre n'est pas redevable devant la justice. Ça, c'est quel pays? Et s'il faut le changer, il faut maintenant révisiter notre droit pénal. Alors ça, c'est un autre aspect. Si maintenant on revient la question, oui. On revient maintenant à ces conseils de consultation aujourd'hui que Augustin Kabouya. Oui, je pense qu'il fallait trouver un homme d'épée. Augustin Kabouya, nous l'avons connu, par moment, comme journaliste, aucun procès contre quiconque. Chaque jour, Augustin Kabouya choupou, Augustin Kabouya tout comme ça. Augustin n'a jamais répondu aux provocations et il n'a jamais été un journaliste pour cause, voilà ce qui m'a fait, ce qui m'a fait.
Nous ne disons pas qu'il n'aime pas restreindre son droit, mais plutôt c'est un homme qui a compris également au niveau de son parti politique, l'UDPS, alors que les autres étaient dans les affaires. L'UDPS était là pour, certains pour insulter, pour dire aux gens ne payez pas. Mais connaissant cela, Augustin dit, l'air s'impose pour que nous puissions bâtir. Alors, les consultations maintenant. J'ai entendu tout à l'heure Adolphe Mouzi, tu n'as pas de problème. Oui, il n'a pas de problème. Augustin complète ça. Matata Poun aussi n'a pas de problème. N'a pas de problème parce qu'on attendait le ministère public nous dire Matata est là, il faut l'arrêter. Vous avez vu plusieurs fois, il s'est présenté là-bas. On ne l'a pas arrêté. Mais s'il faut être honnête vis-à-vis de nous, c'est qu'il faut le consulter. Et en matière de consultation, je vais vous dire une vérité. Pour être premier ministre de la République démocratique du Congo, il faut avoir l'aval des pays de Bokenoï, la Banque mondiale, FMI, KfW. Ce sont des gens qui financent la moitié à ce qui concerne le budget national. Et tout ce monde-là demande également au président de la République. Si vous voulez notre rapport, regardez le profil du prochain Premier ministre. Il doit être un économiste. Deuxièmement, il doit être préparé dans le système de Banque mondiale. Tout ce qu'on parle sur de passation de marché. Modèle, comment on appelle ça encore, j'ai oublié. Le modèle de gestion, procédure. Toutes ces histoires-là, madame, c'est compromis et il faut préparer notre public. Et au-delà de cela, alors que nous sommes dans un pays en pleine guerre, qu'est-ce qui doit être fait? Un premier ministre capable de gérer également des situations comme Sama le connaît. Il n'a jamais posé au président de la République de problème, comme tu vois Sama là. Il fait partie des très bons premiers ministres parce qu'on n'a jamais entendu, avec l'UDPS, il y a une dépression. Hein? Il y a une dépression, je te dis. Tantôt payer ça, tantôt payer l'autre. Mais il était toujours là pour calmer les esprits. En tant qu'un bon administrateur. Quand vous parlez d'un bon, c'est par rapport à la population ou par rapport ça n'a rien à voir avec la politique. La manière bon, de gérer redistribution des cartes, je suis là. Okay. Parce que vous savez que madame, vous êtes un premier ministre avec Jean-Pierre Bemba à la droite, Vital Kamerhe à gauche, Moussa Niamoussi de l'autre côté. De l'autre côté, il y a également tous ces Macédons que vous voyez, des grands. Mais il les a gérés sans cesse dans le. Est-ce que la population a besoin de ça? La population ne peut, de résultats je vous avais dit ces jours-là, la population ne peut que payer les prix du choix. La population, en sciences politiques, on dit, tout ce que vous voyez là, ils doivent seulement s'attendre de ce que les dirigeants leur offrent. Et je n'ai jamais vu un dirigeant qui peut offrir le malheur vers son peuple. La population doit attendre le programme de gouvernement. D'ailleurs, le chef de l'État avait dévoilé son programme dans la campagne. Il dit, dans quel secteur on fera ça. Et arrivé au président de la République, lors de la prestation de serment, il a dit, en dehors de ce qui a été dit, voyez maintenant les priorités. Donc je pense que les consultations pour descendre en une minute, oui, on doit consulter tout le monde. Parce que là, le chef de l'État, comme il tient à ce qu'il doit organiser un gouvernement de large union nationale où tout le monde sera là. C'est-à-dire, le peuple maintenant pourra bénéficier de l'expertise. Matata, c'est un expert à un niveau très élevé. Ne pas seulement il m'enseigner, gars, gestion axée sur les résultats. Ce n'était pas ici. On a été surpris, nous sommes en France, un certain nombre de experts en suivi évaluation, un Congolais qui entre. On a été tous surpris. Mais il a été Premier ministre, non? Non, il a été Premier ministre. Il est aussi formateur. En son temps, vous avez vu quand même quelques éléments. Vous voyez aujourd'hui les Transco et autre chose. Oui, après Matata, Transco se délige. Après Matata, notre aviation se délige. Donc ce sont quand même les indicateurs pertinents qu'il faut considérer. Et si jamais on pouvait encore revenir, c'est quand même un fils du pays. Merci Tite. Alors, nous prenons un autre sujet, c'est le 37e sommet de l'Union africaine. Le thème, c'était éduquer un Africain à adapter au XXIe siècle. Walter Kouy, qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Non, excusez, avant de revenir, je reviens sur le dossier Matata. Ce n'est pas question de fixation sur une personne, non. Nous devons partir des principes. Augustin Matata, son expertise, personne ne la met en cause. Et pour servir ce pays, il ne faut pas nécessairement être dans les institutions. Il était allé en Guinée. Est-ce qu'il était Premier ministre ou ministre? Non. Il était consultant.
il peut aussi être consultant ici. Il ne faut pas nécessairement un gouvernement de large union nationale pour refaire ce pays ou changer ce pays, non. L'esprit patriotique doit d'abord aussi nous inviter, ou nous impose même, de faire chacun, là où il est, quelque chose pour ce pays. Donc, lui, que ce soit lui, Mutamba, Muzito, peuvent servir ce pays autrement, tout en étant à l'opposition. S'agissant du procès Bukangalozo, c'est seule la Cour constitutionnelle peut dire que telle chose est constitutionnelle ou pas. Si la Cour revient sur quelque chose qu'elle a condamné auparavant, elle se dit que j'avais commis, seule elle peut se dire que non, c'est moi, et nous n'avons pas à dire que non, il y a une faute, non. Si la Cour avait dit qu'elle n'est pas compétente, mais si aujourd'hui elle revient à dire qu'elle est compétente, nous croisons les doigts. Parce que qu'on le veuille ou pas, chaque Congolais, président ou pas, doit être justiciable, doit avoir une institution ou une instance judiciaire vers laquelle il doit rendre compte. On ne peut pas dire quand je ne suis plus président, je ne suis rédévable ou je ne peux rendre compte devant aucune instance. Ça ne peut pas se faire. Autant Joseph Kabila, on ne peut pas dire aujourd'hui on creusait qu'il y a quelque chose dans sa gouvernance, on ne peut pas dire non, c'est un ancien chef de l'État, il n'y a aucune instance judiciaire qui peut le juger. Mais c'est la loi, on doit revoir. Non, ça ne peut, la Cour constitutionnelle dit qu'elle juge le Premier ministre et le Président en fonction, ou elle peut aussi juger l'ancien Premier ministre et l'ancien Président par rapport à leur gestion passée. Si la Cour dit ça, elle doit le faire, parce que tout Congolais doit être rédévable, doit avoir une instance judiciaire devant laquelle il rend compte. Revenons par rapport au sommet de l'UA, c'est comme je le disais, elle va accoucher ou il va accoucher comme sommet, ce sommet va accoucher d'une souris, mais voilà, c'est la fin des travaux. Concrètement, qu'est-ce que nous avons pu obtenir? Rien. Qu'est-ce qu'on nous a ramené? Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire par rapport au Rwanda? Apparemment, comme si à chaque fois on nous renvoie dos à dos. Le Rwanda va là dire que non, ce n'est pas un problème des Rwandais, on est impliqué en rien, c'est un problème de Congolais. Il faut que le gouvernement congolais écoute les rebelles du M23, les Banyamulenge sont en insécurité. Depuis quand un président étranger doit d'abord devenir porte-parole d'une rébellion interne? Parce que c'est ça, lui parle des rébellions. Mais pourquoi lui devient leur porte-parole? Deuxième chose, au Congo, il n'y a jamais eu un problème de Banyamulenge. Gisaro et Tutsi, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux dans les institutions, même dans l'armée et les services des renseignements et la police. Alors moi je pense que cette épineuse question doit être résolue de façon intelligente, avec beaucoup de tact. Sinon, dans cette situation des faits, on risque de perdre une partie du territoire national. Il y a déjà des pays qui ont perdu des portions de terre avec des situations de fait. On doit vite accélérer ou maintenir la pression militaire, parce que ça, c'est mon option. Je suis contre le dialogue. Les dialogues amènent à l'amnistie et à la réintégration de ces malfrats dans les institutions et même l'armée. En tout cas, cette recette a déjà prouvé ses limites. Moi, j'opte ou je suis uniquement pour la pression militaire. On doit faire le nécessaire pour avoir une armée capable de bouter hors de notre territoire cette rébellion ou cette agression rwandaise sous couverte du M23. C'est la seule option. L'armée a des difficultés, il y a la traîtrise, il y a des problèmes de matériel, tout. Je pense que nous devons faire le nécessaire. Il n'est pas encore tard. On a des personnes intelligentes, on a des militaires aguerris, bien formés. Il faut mettre tout en œuvre pour en finir une fois pour toutes de façon militaire. Parce que aussi longtemps que nous ne battrons pas militairement le Rwanda, on reviendra, ce cycle infernal des rébellions internes manipulées par le Rwanda ne se terminera pas. Alors, raison pour laquelle il faut absolument maintenir la pression militaire pour étouffer et neutraliser de façon définitive cette rébellion, cette agression alimentée par le Rwanda. Alors quand vous dites qu'il y a ça accouché d'une souris, mais quand même le chef de l'État a dit ouvertement au Rwanda,
il peut y avoir dialogue, mais pas à n'importe quel prix, qu'il ne négociera pas avec le M23. Il était un peu direct, hein, il a fait voir. Mais le président a déjà dit ça, oui. il a déjà fait cette déclaration. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Rien de nouveau. Il a déjà dit, si vous n'avez pas écouté, je sais que vous avez écouté, mais bon, c'est votre rôle de poser des questions. Le président a déjà dit ça. Ici, il a dit, même dans un discours officiel, et tout le monde avait applaudi ça, et même les parlementaires avaient pris, la législature passée, une résolution selon laquelle on ne devra pas réintégrer les gens qui sont dans le M23 dans l'armée. Alors le fait de maintenir on doit marquer ça une fois pour toutes. Le fait de maintenir sa position. Elle doit être maintenue. Pas de dialogue avec. Si dialogue il y a, il faut, quand j'ai dit accoucher d'une souris, voyez Lourenço, son idée c'était de faire en sorte que Kagame et Félix se parlent en face à face. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Mais quand ça n'a pas été fait, chacun fait sa déclaration de façon partisane ou particulière, comme le président a dit ce qu'il a dit, le Rwandais a dit ce qu'il a dit, je vous l'ai fait savoir. Nous devons revoir aussi d'autre part notre diplomatie, parce qu'on sait que le Rwanda est soutenu par les anglo-saxons. Quand nous parlons de la diplomatie agissante, quels résultats nous avons? Le résultat, c'est renverser la position de tous ces pays qui soutiennent le Rwanda. Parce que les États-Unis ne doivent pas se limiter seulement à déclarer que non, le Rwanda arrête de soutenir le M23. J'en ai lu une autre déclaration hier ou avant-hier. Si je dois compter en une année, c'est plus de 6 déclarations. Or, il suffit d'un coup d'appel, rien n'a changé pourtant. Il suffit d'un coup d'appel, de dire à Kagame, arrête, il va arrêter. Mais pourquoi ils ne font pas ce coup d'appel-là? C'est ça, c'est là où notre diplomatie doit jouer son rôle. Nous avons des lobbyistes, le gouvernement de la RDC finance des lobbies aux États-Unis pour faire ce travail-là. On doit aussi évaluer, bien que ce n'est pas connu du grand public, mais on sait que notre gouvernement finance des lobbies pour bousculer la position des États-Unis par rapport à leur soutien au Rwanda. On sait que c'est une guerre aussi économique. Ce sont les grands bénéficiaires, leurs entreprises, avec les minéraux rares, le coltan, les wolframites qu'on exploite dans la partie est de notre pays. Mais nous devons faire en sorte que nous puissions venir à bout de cette rébellion. Parce que au départ, j'ai parlé d'une situation de fait. Vous voyez, en Somalie, il y a une partie du territoire appelée le Somaliland ou le Puntland. C'est devenu presque un petit pays de fait. Au Soudan du Sud, ça avait commencé comme ça. Aujourd'hui, il y a la partition du Soudan. Donc nous ne pouvons pas dire que non, on reste comme ça, même après autant d'années, nos enfants viendront se battre. Non. Il y a plusieurs situations comme ça, des faits qui aboutissent à des petits territoires incontrôlables. C'est le cas aussi du Kosovo avec la Serbie. La Serbie ne contrôle plus le Kosovo, qui n'est pas aussi un État reconnu par la communauté internationale. Donc, nous devons faire très attention. Je sais que nous avons des personnes intelligentes dans toutes les institutions. Il faut que ces gens soient capables de proposer ce qu'il faut, des schémas qu'il faut pour venir à bout de cette agression, aussi bien diplomatiquement que militairement. Mais l'option militaire doit être maintenue parce qu'il faut battre le Rwanda militairement pour nous faire respecter. C'est ça vraiment ma position qui reste. Merci Walter. Tite, Addis Abeba, le chef d'État lors du mini-sommet a dit qu'il ne va pas négocier avec le M23, qui n'est qu'une marionnette, c'est les Rwandais qui est derrière. Il veut la paix, mais pas à n'importe quel prix. Il va dialoguer avec le Rwanda, mais pas à n'importe quel prix. Mais c'est clair. C'est clair, nous connaissons l'interface, c'est qui? Et quand on connaît l'interface, et que l'interface est en train de jouer le jeu de la communauté internationale, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'attaquer les minéraux congolais. Tous ces gens que vous voyez derrière le gouvernement américain, ils sont très forts et capables de renverser les régimes. J'ai dit, il faut que le Congolais prenne conscience. La société civile doit faire pression vers l'exécutif congolais. J'ai dit une pression. Que le gouvernement fasse une pression vis-à-vis de ses partenaires. Parce qu'il y a un plan de balkanisation qui existe déjà. Et ces gens-là ne veulent pas entrer par la grande porte. Le président de la République, je vous avais dit tout à l'heure, voulait
copier ce qu'il avait fait à l'époque. Lorsque la France et l'Allemagne ne marchaient pas, il y avait toujours des guerres. Il y avait toujours des guerres. Puis finalement, il y a un général de Gaulle qui s'est levé et s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre un terme quand même ces conflits ici? À qui profite le conflit? De l'autre côté de l'Allemagne, il y avait Adenauer. L'aider, je dis, oser. C'était pas, mais c'est quand des fois les gens disent que nous ne sommes pas d'accord avec le dialogue. Non! Le dialogue également fait partie des lubrifiants utiles pour la survie de votre moteur. Il faut dialoguer. Mais quand on dialogue, il faut maintenant savoir dialoguer sur quoi? J'ai dit. Mais lorsqu'on a dit, l'autre là ne voulait pas les regarder, Félix Tshisekedi a dit, je n'ai pas le temps de les regarder, mais on aura la situation où c'est lui l'interface qui nous pose problème. Tu sais qu'il devait descendre parce qu'il ne le fait pas par rapport à ses attitudes personnelles. C'est par rapport à notre Congo qu'il aime. Tu sais qu'il dit, aime Congo. Mais il faut également descendre comme autrefois Jésus. Il regarde avec les Samaritains. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois descendre pour prendre ces Samaritains et les faire monter quand même. C'est ça le speech, madame. Descendre, c'est à dire quoi quand vous parlez il faut descendre? Le problème, il fallait d'abord qu'ils se rencontrent. Parce que c'est que tout le monde attendait. Que tu sais qu'ils le disent devant Joao. Que regardez ces messieurs. Je lui ai tendu la main. Nous nous sommes rencontrés comme les risques autrefois que les Français et comment on les appelle, les Allemands ont fait. Et ça a payé. Aujourd'hui, le soubassement de la paix de l'Union européenne, c'est à travers deux pays. Je parle de la France et de l'Allemagne. Et peut-être que la pacification, nous voulons vivre, madame, que les gens puissent vivre ce qu'on appelle une paix durable. Et ça ne peut être possible qu'à travers un dialogue sincère. Mais pas à n'importe quel prix, il apprécie. Mais les prix, madame, ne vous en faites pas. Il faut savoir aussi les contours Il y a de un ce complot, dialogue. maman. Oui. Maman, je vous dis un complot. Ce jour-là, je vous avais dit, je gérais quand même, comment on appelle ça, un grand projet dans ces pays, où on discutait comment est-ce qu'on pouvait doter la République démocratique du Congo de moyens énergétiques. Nous sommes aux États-Unis. On a rencontré, madame, discussion avec des sénateurs. Tu sais ce qu'ils nous ont dit? Est-ce qu'en RDC, vous avez un homme capable de développer ces projets? Heureusement qu'on n'a pas, nous n'avons pas perdu contrôle. On les a laissés parler. D'abord, ils lâchent quelque chose. Si vous êtes pressé, vous dites, tu ne vas pas dire le prochain. C'est pourquoi j'ai dit dans le dialogue, la patience, madame. La capacité d'écouter et avoir de véritables interlocuteurs. Vous pensez qui est tenté de porter le lobbying de votre problème? En matière de lobbying, il ne faut pas blaguer. En pacification, il faut du lobbying. Il faut avoir un plan de paix. Dans ce plan de paix, nous l'avons dit à haute voix. Lutundula l'a dit, Patrick Mouya l'a dit, que nous avons vu au clair ce que c'est le Rwanda. Et qu'est-ce que le Rwanda est tenté de préparer comme moyen de défense? Oh non, notre tribu est menacée, même ceux qui sont là, tout ça. On considère, on prend cette histoire. Parce qu'il estime que c'est un élément de détail. Mais ce sont les problèmes d'un autre pays. De l'autre côté, madame, non, c'est d'abord une race. Ok? En matière de protection des races, il faut faire très attention avec les résolutions des Nations Unies. Je dis, il faut lire des résolutions des Nations Unies. Ce sont des choses qui sont au-dessus de loi interne. Et je vous dirai à haute voix ici. C'est-à-dire quoi? Il a le droit de venir plaider pour... Un principe vitaliste qui existe dans le Conseil des Nations Unies. Lorsque nous manquons de terres pour vivre, nous avons le droit d'annexer votre pays. La théorie d'espace vital. Il faut dire à notre population que face à tous ces dangers, il faut que les négociateurs soient dotés de mesures aussi au-delà. On ne vient pas dire parce qu'on doit plaire avec Tshisekedi. Non, non, non. On prend les mécanismes qui existent, les décisions internationales qui existent. Et nous, maintenant, nous travaillons là-dessus. Vous avez vu le Rwanda utiliser M23. La RDC a utilisé également le Wazalendo. Aujourd'hui, le Wazalendo, apparemment, ne semble pas vraiment très bien répondre parce qu'il y a eu guerre. Vous savez, affrontement entre FARDC, il y a eu 3 morts. Mais il faut maintenant qu'on réfléchisse à haute voix que pour le Rwanda, s'il faut faire la guerre, nous n'allons pas gagner la guerre. Comment tu dis ça? Oui. Comment ça? Attendez. Attendez, madame. Je suis un patriote averti. Et le chef de l'État se tient, il cherche tous les moyens nécessaires pour récupérer Bunagana. Mais maintenant, comment? Le Rwanda aujourd'hui, il a été doté par les boucliers aériens. Et ce sont ces mêmes gens-là, les Britanniques. Alors qu'ils savent que les Chinois, nous avons acheté les armes. Et aussi efficaces. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour nous énerver, ils ont bombardé l'aéroport.
Ils ont bombardé M23. Ils sont tirés par qui? Voilà pourquoi j'ai dit. Nous pouvons aussi le faire. Ah, tu comprends maintenant? Au principe de réciprocité, oui. Mais est-ce que vous mesurez les risques? C'est pourquoi j'ai dit par moment, tu sais que... Les risques, c'est seulement par rapport à la RDC, mais pas par rapport à l'autre. Tu sais que il a aujourd'hui de très bons conseillers. La violence par violence, non. Ils veulent nous pousser dans une situation d'erreur. Pour dire que demain, la RDC qui a souscrit au traité de la justice internationale, après demain, notre chef de l'État sera arrêté par tous ces multinationaux, mais pas lui l'État du Rwanda, parce que son pays n'a jamais ratifié ces traités. Un élément important, je dis très important. Voilà pourquoi, c'est vrai que la société civile, toi, moi, on doit continuer à faire pression vers les régimes. Les régimes également, comme notre chef de l'État s'éteint avec le gouvernement. Nous devons, à l'interne, comme ils sont là, massacrer tous ces M23. Je dis à l'interne. Jusqu'à ce qu'on va atteindre, aujourd'hui, au moins, on a la bénédiction quand même de quelques pays frères. Il y a l'Afrique du Sud, parce qu'on sait comment le Rwanda a l'habitude de tuer les opposants chez lui. Il y a le président du Burundi. Et partant de ça, madame, nous devons maintenant obéir à une ligne. C'est-à-dire faire une très bonne guerre à l'interne, négocier également. Parce qu'en matière de pacification, 3 axes. Il y a la communication, il y a la diplomatie, c'est ce que vous appelez le dialogue, il y a également la guerre. Dans la guerre, il y a ce qu'on appelle respecter le thème de référence pour faire la guerre. On veut faire la guerre, nous disons, il ne faut pas utiliser de telles armes, il ne faut pas bombarder dans tel coin, il faut... Aujourd'hui, ces mini-sommets que vous avez vus, c'est parce que la République démocratique du Congo est à disposition de force. On les a poursuivis parce que la plupart des collines de sacs ont été récupérées. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, je sais les faits. On va cesser les faits et on va continuer à les traquer. Merci. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je demande à la communauté internationale, la communauté interne, aux journalistes, à tous ceux qui sont là, de continuer de faire confiance au gouvernement, mais également maintenir la pression vers ce gouvernement. Merci. Alors, Walter, les chefs d'État qui étaient là au 37e sommet ont l'impression de pousser au dialogue. Hein. Apparemment, ils veulent que le Rwanda et la RDC puissent dialoguer. Mais nous devons refuser. Les dialogues, c'est depuis des années. Vous savez, nous sommes autant de groupes ethniques en République démocratique du Congo. Pourquoi un seul pose toujours problème depuis 1996 ou 1986, comme diraient certains, 96, comme diraient certains. Donc, il faut qu'on arrive à mettre un terme une fois pour toutes. Ils sont arrivés avec l'AFDEL. Un groupe majoritairement composé des Rwandais est reparti. Ils sont venus avec le CNDP. On les a injectés dans les institutions. Un autre s'est détaché, est allé faire le CNDP. Il est revenu, on les a injectés dans les institutions. L'autre se détache, il va faire le M23. Et il revient, dialogue encore, amnistie, et puis intégration dans les institutions. Et le lendemain, on va crier à l'infiltration des institutions. Non, moi je pense que ce cycle de dialogue et réintégration doit nous assagir. Raison pour laquelle nous devons tirer les leçons de ce passé combien douloureux et réfléchir autrement pour voir comment mettre de façon définitive un terme à cette guerre sans passer ni par le dialogue ni par les intégrations, mixage ou brassage de ces rebelles. C'est possible, de toute façon. C'est possible, c'est possible. On continue à compter de morts. Hein, non, mais le problème avec nous, nous pensons souvent que la solution doit revenir de l'extérieur. Non. Nous, en face de chez nous, ici, au Congo-Brazzaville, Sassou a mis un terme à l'aventure des ninjas, à l'aventure de l'autre pasteur qui était vers le bas fleuve, avec sa rébellion. Il avait appelé la communauté internationale, le CAC ou je ne sais moi quel autre pays. Non. Il n'y avait pas l'appui d'un autre pays, comme c'est le cas avec nous, le Rwanda. Mais cet appui-là, le Rwanda ne l'obtient pas gratuitement. C'est qu'il y a des gens qui ont réfléchi et qui font qu'ils puissent activer
le lobbying pour avoir ce soutien-là. Ce n'est pas nous qui sommes allés génocider au Rwanda. Ce n'est pas la RDC qui est sur le territoire rwandais. Non. Si tel était le cas, je comprendrais. Mais la guerre, c'est dans le territoire de la République démocratique du Congo. C'est à nous de réfléchir, de faire en sorte que nous puissions renverser cette tendance de la communauté internationale qui est tout le temps qui se voit tout le temps obligée de soutenir le Rwanda en tout et pour tout. Le cas de Rwanda est presque similaire à celui d'Israël. On soutient l'agresseur, on fournit armes et moyens à l'agresseur pour continuer avec des crimes. Non. Nous, au niveau interne, nous devons réfléchir et voir. Déjà, il y a des gens qui ont réfléchi. C'est question de mettre en application tout ce qui a déjà étudié, planifié. Mais notre problème, nous sommes toujours habitués au sommet, d'un sommet à un autre. C'est pas quand même... Le dialogue de Sun City doit nous servir de leçon. On ne doit pas revenir tout le temps, moindre problème. On doit se réunir, on doit dialoguer. Non. Quand est-ce qu'on aura le temps de bâtir ce pays s'il faut tout le temps dépenser de l'argent pour des forums, des dialogues? Parce que ces gens-là, en cas de dialogue, il faudra les loger, les nourrir. Ça ne va pas coûter 0 franc. Ça va coûter de l'argent aux contribuables congolais. Or, nous avons déjà beaucoup investi pour cette guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu l'année passée un ou deux défilés des hommes bien habillés, bien équipés. Mais on le veut dans l'Est. On le veut dans l'Est, pas à Kinshasa. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tout le temps, les Ouazalènes ont fait du travail. Mais les FARDC font aussi du travail. Mais ils doivent davantage faire le travail pour lequel ils sont payés, ils ont prêté serment sous le drapeau. C'est ça. Parce qu'on va librement intégrer l'armée. Raison pour laquelle, quand il faut aller au front, il faut aller au front. Faire défiler tout le temps les militaires ici dans la capitale, je pense que ça n'a plus de sens. Les meilleurs qu'on pense qu'ils ont été bien formés, bien équipés, envoyez-les là-bas. Toute l'armée rwandaise, ce n'est pas 50 000 hommes. Nous sommes à plus de 150 000 hommes. La police congolaise, c'est plus de 100 000 hommes. Mais comment sommes-nous capables d'arriver au bout de ces gens-là? Et même s'ils sont soutenus par le Rwanda et la communauté internationale, qu'est-ce qui nous manque à nous, Congolais aussi, de nous attirer les beaux yeux de la communauté internationale? C'est question de réfléchir. Vraiment. En Afrique de l'Ouest, voyez ces gens qui ont constaté qu'avec les Français, ça ne marchait pas. Même en Centrafrique. Ils ont changé. Ils ont tourné la page et les choses ont radicalement changé. Et la tendance est que, au Mali, par exemple, ces gens-là ont pu récupérer une grande partie du nord du territoire occupé par les rebelles. C'est le cas actuellement au Niger, même au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Pourquoi sommes-nous, après plus d'une année, incapables de bouter, d'ailleurs, ces rebelles du M23? Ils ne sont même pas 40 000 hommes. Pourquoi sommes-nous incapables de les bouter hors du territoire? Nous sommes tout un pays avec la possibilité d'acheter toutes les armes nécessaires parce qu'il n'y a plus d'embargo. Donc vous optez pour la guerre, pas de dialogue. Je dis, madame, aussi longtemps qu'on ne battra pas militairement le Rwanda, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. Merci, le Rwanda doit se voir une fois vaincu sur le terrain militaire et il n'osera plus manipuler un groupe de Congolais avec ces militaires pour venir nous agresser. Merci Walter Koui. Mais il y avait des jeunes qui étaient arrêtés à Addis Abeba. Non, mais ces jeunes-là, on les a libérés le même jour. J'ai parlé avec un ami qui est diplomate en poste à Addis Abeba. Ils ont été libérés le même jour. Parce que le siège de l'Union africaine, c'est comme une ambassade. Vous ne pouvez pas aller manifester dans une ambassade. Mais le message est passé. Le message est passé. On attend les résultats, les conséquences. Le Congolais n'attend que la paix, rien d'autre que la paix dans cette partie du territoire. Merci, malheureusement. Malheureusement, vous avez donné plus de temps à mon co-débatteur. En 1 minute, nous disons qu'il faudra encore que la communauté interne puisse faire pression à notre gouvernement. Et c'est de là peut-être qu'on pourra avoir vraiment de solutions aussi équitables par rapport à ce que nous voulons faire. Voilà. Merci Tité. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci
Walter Couille. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci au coach Doudou Montiri. Merci à l'équipe technique. Madame, Messieurs, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.